Vous savez, il y a des histoires qui changent à jamais votre regard sur Noël. Ce qui m'est arrivé dans les montagnes du Colorado, à la veille du Nouvel An, a bouleversé à jamais ma perception de ce qui peut se cacher dans l'obscurité d'une forêt en hiver. Mais commençons par le commencement. Si vous écoutez ceci dans un appartement confortable, au travail ou en déplacement, croyez-moi, après avoir entendu mon histoire, vous serez reconnaissant pour chaque source de lumière autour de vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le dès maintenant, car vous n'entendrez ces histoires nulle part ailleurs. Je m'appelle Dan, j'ai 38 ans et je travaille comme architecte à Denver, dans le Colorado. Plus précisément, je travaillais jusqu'en décembre 2023. Ma vie était prévisible et régulière, projet d'immeubles de bureaux, réunions avec les clients, accords avec la municipalité. Je vivais seul depuis mon divorce, 4 ans plus tôt. Mon ex-femme avait emmené notre fille et avait déménagé chez ses parents à Portland. Chaque Noël, je passais soit chez mes parents en banlieue, soit chez des amis lors de fêtes bruyantes, essayant de noyer le vide dans le brouhaha des voix étrangères et la musique festive. Mais cette année-là, quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Le 20 décembre, j'ai terminé un projet particulièrement stressant. Un centre commercial à Aurora, que le client voulait ouvrir au printemps. Nous avions travaillé 16 heures par jour pendant les 3 derniers mois. Lorsque j'ai apposé ma dernière signature sur les plans et envoyé les fichiers finaux, j'ai réalisé que j'étais complètement vidé. Denver avant Noël, avec ses guirlandes et ses publicités pour les soldes, ne m'inspirait que de l'irritation. J'avais besoin de silence. Un silence absolu, total. J'ai ouvert Airbnb et j'ai commencé à chercher quelque chose d'aussi éloigné que possible. J'ai parcouru les annonces pendant 2 heures jusqu'à ce que je tombe sur une petite maison dans les montagnes rocheuses, dans le comté de Grant, à environ 150 miles au nord-ouest de Denver. Le propriétaire écrivait qu'il s'agissait d'un ancien pavillon de chasse rénové pour être loué à des touristes. La maison était située à environ 2400 mètres d'altitude, à 8 km de la habitation la plus proche. Les photos montraient une solide maison en rondin avec un poêle à bois, un générateur et une réserve de bois. L'endroit idéal pour passer une semaine en toute solitude. Le propriétaire, qui s'est présenté sous le nom de Jack, a d'abord réagi avec scepticisme à ma demande de louer la maison pour les vacances du Nouvel An. Il m'a longuement expliqué au téléphone que l'hiver dans les montagnes n'était pas une plaisanterie, que la température descendait jusqu'à moins 10 degrés Fahrenheit, qu'il y avait de la neige jusqu'à la taille et que le réseau mobile ne fonctionnait pas du tout. Je l'ai assuré que j'avais de l'expérience en randonnée, que j'emporterais un téléphone satellite pour les urgences et que c'était précisément l'isolement dont j'avais besoin. Finalement, Jack a accepté, mais il m'a fait payer le double et m'a fait signer une décharge stipulant que j'assumais l'entière responsabilité. Le 27 décembre, j'ai récupéré la Jeep Wrangler que j'avais louée et je suis parti dans les montagnes. Jack m'a accueilli dans la petite ville de Granby. Il avait environ 55 ans, le visage buriné et le regard méfiant d'un homme qui a passé toute sa vie dans les montagnes. Nous avons transféré mes affaires dans son vieux Ford F-150 et il m'a conduit jusqu'à la cabane. Le trajet a duré plus d'1 heure. Les 3 derniers kilomètres, nous avons emprunté une route forestière, étroite et enneigée, à peine visible sous la neige fraîche. La cabane était exactement comme sur les photos. Une solide construction en rondins de pin, un petit porche, un toit à 2 versants recouvert d'une épaisse couche de neige. À l'intérieur, ça sentait le bois et la fumée. Jack m'a montré comment allumer le poêle, comment démarrer le générateur, où se trouvaient les bidons d'essence et les réserves de nourriture. Il a apporté 2 grands sacs de provisions et plusieurs bidons d'eau de la voiture. Quand il a eu fini de m'expliquer,
Il s'est arrêté sur le seuil et m'a regardé longuement. Puis il m'a dit que ces montagnes recelaient de vieilles histoires que les habitants connaissaient depuis leur enfance. J'ai souri et répondu que je ne croyais pas aux légendes. Jack n'a pas souri en retour. Il a déclaré qu'ici, dans les montagnes, ce n'était pas le Père Noël qui vivait, mais une créature tout à fait différente. Les Indiens Utes l'appelaient Namishi, celui qui donne la mort. Les premiers colons européens l'ont baptisé Black Nicholas, Nicolas Noir. C'est un esprit ancien qui parcourt les montagnes pendant les nuits les plus longues de l'année, du 24 décembre au 7 janvier. Je l'ai écouté poliment, pensant que Jack essayait simplement de me faire peur pour s'amuser. Mais il a continué avec un visage absolument sérieux. Il disait que Black Nicholas venait à ceux qui passaient dans les fêtes de fin d'année, seuls, isolés des autres. Il porte des vêtements rouges, comme le Père Noël, habituels, mais ses vêtements sont toujours trempés de sang. Derrière lui, il porte un sac dans lequel quelque chose bouge et gémit. Il vient la nuit et frappe à la porte, offrant des cadeaux. Mais celui qui lui ouvre la porte devient lui-même un cadeau. Jack a terminé son histoire en me disant que si j'entendais frapper à la porte après minuit, je ne devais en aucun cas ouvrir et même regarder par la fenêtre. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu, mais je lui ai dit que j'étais venu ici précisément pour trouver le calme et la tranquillité, et non pour le mystère. Jack a haussé les épaules, m'a souhaité bonne chance et est parti. J'ai regardé les phares de son pick-up se fondre entre les pins enneigés jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. C'est alors que j'ai ressenti pour la première fois un véritable sentiment d'isolement. À des kilomètres à la ronde, il n'y avait que des montagnes, des forêts et de la neige. La personne la plus proche se trouvait à 8 kilomètres. Mon téléphone satellite était dans mon sac à dos, mais j'ai décidé de ne pas l'allumer, sauf en cas d'absolue nécessité. Les 2 premiers jours se sont déroulés calmement, et même agréablement. J'ai lu les livres que j'avais emportés, j'ai allumé le poêle, j'ai préparé des repas simples sur un réchaud à gaz de camping. Le soir, je m'asseyais sur le porche, emmitouflé dans une veste chaude, et je regardais les étoiles. Ici, à plus de 2400 mètres d'altitude, le ciel était incroyablement clair. La Voie lactée brillait si fort qu'on pouvait distinguer les nuages de poussière cosmique. Le silence était absolu. Seulement parfois, on entendait le craquement de la neige sous les pattes d'un animal au loin ou le crépitement du poêle qui refroidissait. Le 29 décembre, vers le soir, il a neigé. Pas une simple chute de neige, mais une véritable tempête. Le vent hurlait dans la cheminée, la neige collait aux fenêtres. J'ai jeté du bois dans le poêle et je me suis installé avec un livre dans un fauteuil près du feu. Dehors, les éléments se déchaînaient, mais à l'intérieur, il faisait chaud et confortable. Je me suis dit que j'avais fait le bon choix en venant ici. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Me déconnecter complètement du monde, revenir à l'essentiel. La chaleur, la nourriture, un abri. La tempête a duré toute la nuit et toute la journée suivante. Le 30 décembre, je me suis réveillé et j'ai découvert que les congères avaient presque atteint les fenêtres. La porte du porche s'ouvrait difficilement, j'ai dû déblayer la neige à la pelle. J'ai creusé un petit chemin jusqu'à la remise à bois, qui se trouvait à une quinzaine de mètres de la maison. J'ai rapporté une brassée de bois et je suis rentré. La neige continuait de tomber, mais moins intensément. La visibilité n'était pas supérieure à une centaine de mètres. Au-delà, tout était noyé dans un voile blanc. J'ai passé la journée à vaquer à mes occupations habituelles. Lire, cuisiner, jeter du bois dans le poêle. Le soir venu, la tempête s'est enfin calmée. Je suis sorti sur le porche et j'ai regardé autour de moi. La neige recouvrait le sol d'un manteau uniforme, scintillant à la lumière du soleil couchant. La forêt autour de la maison semblait figée.
comme sculptées dans du marbre blanc. C'était beau, mais quelque peu mort. Je ne voyais aucune trace, aucun oiseau, aucun signe de vie, seulement une blancheur et un silence infini. Le soir du 30 décembre, j'ai décidé de m'organiser un dîner de réveillon. J'ai sorti un ragoût en conserve, fait cuire du riz, ouvert une bouteille de vin rouge que j'avais apporté avec moi. Assis près du poêle, j'écoutais le crépitement du bois et pensais qu'à ce moment-là, à Denver, les gens s'affairaient, achetaient leurs derniers cadeaux, décoraient leurs sapins. Et moi, ici, à des centaines de kilomètres de la civilisation, je passais le nouvel an dans une solitude totale. Et vous savez quoi? J'aimais ça. Je me suis couché vers 23 heures, sans attendre minuit. Je ne voyais pas l'intérêt de faire la fête tout seul. Je me suis enveloppé dans mon sac de couchage bien chaud, j'ai jeté une dernière bûche dans le poêle et j'ai fermé les yeux. Je me suis endormi au son du murmure du vent dans la cheminée. Je me suis réveillé à cause d'un bruit étrange. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui m'avait réveillé. Allongé dans le noir, j'écoutais. Le poêle était presque éteint, il faisait frais dans la pièce. J'ai regardé l'heure. Il était 3h27 du matin. Cela signifiait que nous étions déjà le 31 décembre. J'avais dormi pendant le Nouvel An. Et là, je l'ai entendu à nouveau. Une respiration lourde et sifflante. Elle venait de l'extérieur, du côté du porche. Je me suis figé, essayant de comprendre si je n'avais pas rêvé. Mais non, la respiration était distincte, humide, comme si quelqu'un se tenait juste derrière la porte et aspirait péniblement l'air glacial. Ma première pensée fut pour un ours. Je savais que ces montagnes abritaient des ours noirs, et même s'ils devaient hiberner en hiver, il y avait toujours des exceptions, des individus qui n'étaient pas entrés en hibernation. Peut-être que l'animal avait senti l'odeur de la nourriture et s'était approché de la maison. Je me suis levé doucement, j'ai enfilé ma veste et je me suis approché de la fenêtre. La lune brillait, éclairant la neige autour de la maison. Ce que j'ai vu m'a fait reculer brusquement de la fenêtre. Il y avait des traces dans la neige, des traces nettes et profondes de lourdes bottes. Elles le menaient de l'obscurité de la forêt, directement au porche. J'ai compté environ 20 empreintes, chacune mesurant environ 14 pouces de long. Trop grande pour un être humain normal, et la distance entre les empreintes était étrange, environ 4 pieds, comme si celui qui les avait laissées marchait à grands pas ou boitait. La respiration derrière la porte s'intensifia. Je n'entendais plus seulement des inspirations et des expirations, mais aussi une sorte de gargouillement humide, comme si la personne qui se tenait là avait les poumons remplis de liquide. Je m'éloignais de la fenêtre et regardais autour de moi, à la recherche d'une arme. Dans un coin se trouvait la hache que j'utilisais pour couper du bois. Je la pris et me plaçai au milieu de la pièce, serrant le manche à 2 mains. Les minutes s'écoulaient douloureusement lentement. La respiration continuait. Parfois, j'entendais quelque chose gratter le revêtement en bois du porche. Puis il y eut un coup. 3 coups violents à la porte qui firent vibrer les vitres des fenêtres. Je restais debout, incapable de bouger. Tous mes instincts me criaient de ne pas ouvrir, de ne pas répondre, de ne même pas respirer. Je me souvins des paroles de Jack à propos de Black Nicholas, celui qui apporte la mort. À l'époque, son histoire m'avait semblé être une histoire idiote, mais maintenant, les coups se sont répétés, 3 coups si forts que j'ai eu peur que la porte ne tienne pas. Puis une voix s'est fait entendre. C'était une voix masculine, grave et rauque, comme si celui qui parlait ne l'avait pas utilisée depuis très longtemps. Il a prononcé mon nom, Dan, lentement, en étirant les syllabes. Puis il a ajouté une question, me demandant si je voulais recevoir un cadeau. Je n'ai pas répondu. Je serrai la hache et je me taisais. La voix a répété la question avec plus d'insistance. Elle disait qu'elle m'avait apporté un cadeau spécial, qu'elle m'avait longtemps cherché dans les montagnes, qu'elle savait à quel point j'étais seul. Des larmes me sont montées aux yeux
à cause de la peur. Je n'avais jamais ressenti auparavant une telle terreur animale, primitive. Ce n'était pas la peur d'un voleur ou d'un animal sauvage. C'était la peur de quelque chose d'anormal, de quelque chose qui ne devrait pas exister. Les coups ont cessé. La respiration s'est également calmée. Je suis resté immobile dans le silence pendant 5-10 minutes, n'osant pas bouger. Puis je me suis lentement approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Les traces n'avaient pas disparu. Elles colmenaient toujours au porche, mais je ne voyais pas celui qui les avait laissées. J'ai détourné le regard vers la lisière de la forêt et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Là, entre les arbres, se tenait une silhouette vêtue de rouge. Même à une distance d'environ 130 pieds, je pouvais distinguer les détails. Une longue cape ou un long manteau rouge qui descendait presque jusqu'au sol. Le tissu était sombre, humide, brillant au clair de lune. Derrière la silhouette, on pouvait voir un grand sac posé sur la neige. Et ce sac bougeait. Je voyais le tissu se soulever et retomber, comme si quelque chose à l'intérieur se débattait pour sortir. La silhouette restait immobile, mais je sentais qu'elle regardait la maison. Elle me regardait. Je ne pouvais pas distinguer son visage, la distance était trop grande, et la lumière de la lune créait des ombres trompeuses. Mais la sensation d'un regard étranger était si forte que je la ressentais physiquement sur ma peau. Je m'éloignais de la fenêtre et barricadais la porte avec tout ce que je trouvais. Je poussais une lourde table, posais des chaises dessus et calais une commode. Je savais que si cette créature voulait vraiment entrer, la porte en bois ne l'arrêterait pas. Mais au moins, j'entendrais quand elle la défoncerait. J'ai passé le reste de la nuit assis dans un coin, une hache sur les genoux, sursautant à chaque grincement du poêle qui refroidissait, à chaque coup de vent. L'aube a mis un temps interminable à poindre. Lorsque les premières lueurs grises sont apparues aux fenêtres, j'ai ressenti un léger soulagement. Mais je savais que ce n'était que le début. La nuit suivante serait encore plus longue. Quand le jour s'est complètement levé, j'ai décidé de sortir. J'ai écarté la barricade, pris la hache et ouvert lentement la porte. L'air froid du matin m'a frappé le visage. Je suis sorti sur le porche et j'ai regardé autour de moi. Il y avait des traces partout, non seulement celles qui menaient à la maison, mais aussi d'autres autour de la maison, près des fenêtres et même sur le toit de l'abri à bois. Quelqu'un ou quelque chose avait fait le tour de la maison, regardant par chaque fenêtre. Je me suis approché de l'une des traces et je me suis accroupi pour mieux la voir. La trace était étrange, une empreinte longue et allongée, semblable à celle d'une chaussure, mais aux proportions irrégulières. Le talon était trop étroit et la pointe trop large, se terminant par quelque chose qui ressemblait à des griffes. Et surtout, il y avait des taches sombres dans la neige autour de la trace. Je touchai l'une d'elles avec mon doigt, ganté. La substance était gelée, mais je la reconnus. Du sang. Je suivis la traînée de traces jusqu'à la lisière de la forêt, là où se tenait la silhouette pendant la nuit. La neige y était tassée, comme si quelqu'un était resté longtemps au même endroit. Et là aussi, il y avait du sang, une grande flaque gelée, rouge foncé sur la neige blanche. À côté, on voyait les traces d'un sac, de profondes ornières, comme si le sac était très lourd. Mais le plus effrayant était autre chose. D'autres traces partaient sans de cet endroit. Pas les grandes empreintes étranges, mais des empreintes humaines normales. Des pieds nus, petits, de la taille d'un enfant. Ils zigzaguaient dans la neige, comme si un enfant avait essayé de courir, était tombé, s'était relevé, puis avait recommencé à courir. Les traces s'arrêtaient à environ 50 pieds de l'endroit où se trouvait le sac. Elles s'arrêtaient brusquement, comme si quelque chose avait soulevé leur propriétaire dans les airs. J'ai vomi directement dans la neige. Quand j'ai réussi à me ressaisir, je suis retourné dans la maison, j'ai fermé la porte
et je me suis assis près du poêle refroidi. Mais les mains tremblaient tellement que je n'ai pas réussi à allumer une allumette du premier coup. Il fallait prendre une décision. Rester ici ou essayer de partir. 5 miles jusqu'à la maison la plus proche sur une route enneigée. Impossible de passer en voiture, la tempête avait complètement recouvert la route. À pied, enfoncé dans la neige jusqu'à la taille, cela prendrait 5 ou 6 heures, peut-être plus. Et le soleil se couche tôt en hiver. Il fait déjà nuit dans les montagnes à 4h30. Je risquais donc de me retrouver coincé dans l'obscurité. D'un autre côté, rester ici signifiait passer une autre nuit isolée, sachant que cette créature reviendrait, car j'étais sûr qu'elle reviendrait. Black Nicholas Namichi, celui qui apporte la mort, ou quel que soit son nom. Je sortis mon téléphone satellite et l'allumai. Le signal ne fut pas immédiat, je dus attendre une dizaine de minutes que l'appareil trouve les satellites. Quand les barres de connexion apparurent enfin, je composai le numéro de Jack. Des bips 1, 2, 3, 10. Personne ne répondait. J'ai réessayé. Même résultat. J'ai regardé l'heure. 8h du matin, le 31 décembre. Jack devait être chez lui. Il disait qu'il vivait à Granby, en permanence. Peut-être que son téléphone était déchargé? Ou bien refusait-il délibérément de répondre? J'ai composé le 911. On m'a répondu immédiatement. Une voix féminine m'a demandé s'il s'agissait d'une situation d'urgence. J'ai commencé à expliquer que je me trouvais dans une maison isolée dans les montagnes, que quelqu'un était venu pendant la nuit, que j'avais vu du sang dans la neige et des traces, que j'avais peur et que je voulais qu'on vienne me chercher. La femme m'a écouté calmement, puis m'a demandé d'attendre. 1 minute plus tard, un homme s'est présenté au téléphone et s'est identifié comme étant un officier du shérif du comté de Grant. Il m'a posé plusieurs questions. Où je me trouvais exactement, si ma vie était en danger à ce moment-là, si j'étais blessé, si j'avais des réserves de nourriture et de chauffage. J'ai répondu en essayant de parler calmement. J'ai dit que je n'étais pas blessé physiquement, que j'avais des réserves, qu'il n'y avait pas de danger pour le moment, mais que quelqu'un était venu à la maison pendant la nuit, que j'avais vu du sang et des traces étranges. L'officier est resté silencieux pendant quelques secondes, puis m'a informé que l'évacuation n'était possible qu'en cas de danger immédiat pour ma vie. Le visiteur nocturne, même s'il avait laissé des traces et du sang, ne justifiait pas une opération d'urgence dans de telles conditions météorologiques. Il pouvait envoyer une patrouille pour vérifier, mais pas avant le 2 janvier, car toutes les forces étaient actuellement mobilisées pour les services de garde pendant les fêtes et pour déblayer les conséquences de la tempête de neige sur les routes principales. Il m'a conseillé de rester à l'intérieur, de garder les portes fermées et de rester en contact. J'ai essayé de lui expliquer les traces de pieds nus d'enfants, le sac qui bougeait, mais je n'ai entendu dans le combiné qu'une indifférence polie et professionnelle. L'officier a répété ses instructions et ajouté que les ours sortaient parfois de leur hibernation et pouvaient y laisser des traces étranges. Quant au sang, il était possible qu'un ours ait tué un cerf à proximité. Il a raccroché en me souhaitant un bon réveillon. Je me suis retrouvé seul, avec mon téléphone satellite inutile dans les mains. Il n'y aurait donc pas d'aide, du moins pas dans les jours à venir. Je devais me débrouiller seul. J'ai passé les heures suivantes à me préparer fébrilement. J'ai décidé qu'il était trop risqué de m'enfuir seul à travers la forêt enneigée. Il fallait que je renforce la maison et que je passe la nuit. Peut-être que le matin du 1er janvier, cette créature serait partie et que je pourrais rejoindre la civilisation. J'ai vérifié toutes les fenêtres, m'assurant qu'elles étaient bien fermées. J'ai trouvé des panneaux de contreplaqué et des clous dans la remise et j'ai cloué le contreplaqué à l'intérieur des fenêtres du rez-de-chaussée. Je n'ai laissé qu'une seule fenêtre non barricadée au cas où il faudrait évacuer d'urgence. J'ai renforcé la porte avec des planches de supplémentaires que j'ai trouvées dans le bûcher. J'ai apporté à l'intérieur tous les outils qui se trouvaient à l'extérieur.
hache, scie, pied mot de biche. Je ne voulais pas que cette créature puisse les utiliser contre moi. J'ai bien chauffé le poêle pour que la maison soit chaude et lumineuse. J'ai allumé toutes les bougies et les lampes à pétrole que j'ai trouvées. J'ai préparé à manger. J'ai ouvert plusieurs boîtes de conserve et fait cuire une grande marmite de soupe. Je ne savais pas quand je pourrais manger tranquillement la prochaine fois. À 3 heures de l'après-midi, j'avais terminé mes préparatifs. La maison ressemblait à une petite forteresse. Je m'assis près du poêle, une hache et un démonte-pneus à portée de main, et essayais de ne pas penser à la nuit qui allait suivre. Le temps passait atrocement lentement. J'essayais de lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Les mots flottaient devant mes yeux. Chaque bruit à l'extérieur me faisait sursauter et m'agripper à la hache. Une branche tombée d'un arbre sous le poids de la neige. Le cri lointain d'un corbeau. Le craquement des rondins de la cabane qui refroidissait. Vers 4h30, la nuit commença à tomber. J'allumai des bougies et des lampes supplémentaires. Je voulais que la maison soit aussi éclairée que possible. J'avais lu quelque part que les mauvais esprits craignaient le feu et la lumière. Je ne savais pas si c'était vrai, mais je voulais y croire. À 5 heures, il faisait complètement nuit. Je me suis assis près du poêle et j'ai attendu. J'ai décidé de ne pas dormir. J'allais simplement attendre l'aube et écouter. J'avais un plan. Si la créature essayait de s'introduire dans la maison, je monterais dans le grenier par la trappe au plafond. Puis, je sortirais par la lucarne sur le toit. De là, je pourrais sauter dans un tas de neige et courir vers la forêt. C'était un plan stupide, mais c'était mieux que rien. Pendant les 3 premières heures, il ne s'est rien passé. Seul le vent dans la cheminée et le crépitement du bois dans le poêle se faisaient entendre. J'ai commencé à penser que cette créature ne viendrait peut-être pas. Peut-être qu'elle ne chassait pas toutes les nuits. Peut-être qu'elle s'était contentée de me faire peur. À 8h43, j'ai entendu un bruit. Un grattement. Un grattement lent et méthodique sur le mur en bois du côté nord de la maison. Comme si quelqu'un passait ses griffes sur les rondins pour vérifier leur solidité. Le bruit se déplaçait de gauche à droite, puis de nouveau vers la gauche, encore et encore. J'ai serré la hache et me suis adossé au poêle. Le grattement a duré 5 minutes, puis s'est arrêté. Le silence s'est installé, pire que n'importe quel bruit. Puis j'ai entendu des pas sur le toit, des pas lourds et lents. Quelqu'un ou quelque chose marchait sur le toit, au-dessus de ma tête. Les pas étaient irréguliers. Un pas, une pause, 2 pas, une pause, un pas. Comme si cette créature boitait ou traînait quelque chose derrière elle. Je regardais le plafond, suivant le son. Les pas se déplaçaient du bord du toit vers le centre, puis vers la cheminée. Ils s'arrêtèrent juste au-dessus du tuyau. Tout redevint silencieux pendant quelques 2 minutes. Puis, un bruit se fit entendre dans la cheminée. Un grincement, un grattement. Quelque chose descendait dans la cheminée. Je me précipitai vers le poêle et fermai le clapet, obstruant la cheminée. À l'intérieur du tuyau, quelque chose se mit à s'agiter et à siffler. J'entendais des griffes de gratter le métal du clapet, essayant de l'ouvrir. Puis, tout s'est calmé. Les pas sur le toit se sont éloignés vers le bord et j'ai entendu un bruit sourd dans le tas de neige. La créature avait sauté. Je me suis précipité vers la fenêtre non barricadée et j'ai regardé dehors. À la lumière de la lune, je l'ai vue. La silhouette se tenait à environ 6 mètres de la maison, face à moi. Je pouvais maintenant distinguer les détails. Il mesurait environ 2 mètres, peut-être plus. Il portait un manteau rouge ou une cape, lourd, imprégné d'une substance sombre et brillante. Sur sa tête, il avait quelque chose qui ressemblait à un bonnet de Père Noël, mais déchiré et sale. Sous le bonnet, je pouvais voir son visage. Mon Dieu, ce visage. Sa peau était gris-bleu, morte, avec des veines apparentes. Ses yeux brillaient d'une lueur jaune terne, comme ceux d'un animal.
Sa bouche était étirée en un sourire qui dévoilait trop de dents, pointue et irrégulière comme celle d'un prédateur. Sa barbe n'était pas blanche, mais rouge foncé, collée par le sang. Derrière le dos de la créature se trouvait un sac. Un grand sac lourd en tissu grossier. Il bougeait. À l'intérieur, quelque chose se débattait, se cognait contre les parois. J'entendais des sons étouffés, ni des cris, ni des gémissements, mais quelque chose entre les deux. Des sons de désespoir. La créature leva une main et me fit signe. Lentement, presque amicalement. Puis il a pointé le sac, puis moi, puis à nouveau le sac. Il m'invitait à le rejoindre. Je me suis éloigné de la fenêtre, sentant mon estomac se nouer. J'ai couru vers une autre fenêtre, condamnée par des panneaux de contreplaqué, et j'ai regardé à travers la fente entre les planches. La créature faisait le tour de la maison, lentement, sans se presser. Elle s'arrêtait à chaque fenêtre et regardait à l'intérieur. Quand elle s'est approchée de la fenêtre que je regardais, nos regards se sont croisés. Ses yeux, ils n'avaient ni rien d'humain. C'était le regard d'un prédateur étudiant sa proie, le regard de quelque chose d'ancien et d'affamé, quelque chose qui existait bien avant l'apparition de l'homme dans ces montagnes. La créature sourit plus largement et frappa à nouveau contre le mur. 3 coups. Puis, elle parla. La voix était la même que la nuit dernière, mais elle semblait différente, moqueur, presque enjouée. Il disait qu'il m'avait apporté un ami, que dans le sac se trouvait quelqu'un qui avait très envie de me rencontrer. Une petite fille qui s'était perdue dans la forêt 3 jours auparavant. Elle était encore en vie, pour l'instant. Mais elle avait froid et peur, et elle appelait à l'aide. Je me suis bouché les oreilles, ne voulant pas écouter. Mais la voix traversait mes doigts, les murs, le rugissement du sang dans mes oreilles. La créature disait que si j'ouvrais la porte et sortais, elle laisserait partir la petite fille. Un marché honnête, une vie contre une autre. J'ai entendu quelque chose bouger à nouveau dans le sac, puis un son faible et plaintif m'était parvenu. Les pleurs d'un enfant. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais pas si c'était vrai. Y avait-il vraiment un enfant là-dedans? Ou cette créature se moquait-elle simplement de moi en imitant des sons? Mais si c'était vraiment une petite fille, si elle était vivante, je me suis approché de la porte, j'ai posé ma main sur le loquet. Et là, je me suis souvenu de ce que Jack m'avait dit. Les paroles des vieux Indiens, Ute sur Namichi. Il propose des accords, mais ne les respecte jamais. Il ment toujours. Celui qui sortira pour le rencontrer ne sauvera personne. Il ne sera qu'un cadeau de plus dans le sac. J'ai retiré ma main du verrou et j'ai reculé. La créature à l'extérieur a grogné, d'un son grave et guttural, impossible à produire par un être humain. Puis elle a repris la parole. Sa voix était désormais méchante, menaçante. Elle disait que j'avais condamné la petite fille à la mort, que son sang était sur mes mains, qu'il allait prolonger ses souffrances pendant que j'écoutais. Je me suis effondré sur le sol et j'ai caché ma tête dans mes mains, me balançant d'avant en arrière. Dehors, j'entendais des bruits, des coups, des grattements, des grognements. Puis un cri aigu qui s'est brusquement interrompu. Puis le silence. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi, recroquevillé sur le sol. Peut-être 1 heure, peut-être plus. Quand j'ai enfin relevé la tête, tout était calme dehors. Je me suis traîné jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors. La créature avait disparu. Le sac aussi. Il ne restait que des traces dans la neige qui menaient Buddy vers la forêt, et des taches de sang sombre qui semblaient noires à la lumière de la lune. J'ai passé le reste de la nuit dans un coin, le dos contre le mur, une hache à la main. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Je suis simplement resté assis, à regarder dans le vide, à écouter le silence et à essayer de ne pas penser à ce qui s'était passé. L'aube du 1er janvier 2024 a été la plus attendue de ma vie. Lorsque les premiers rayons du soleil
ont traversé les fissures du contreplaqué, j'ai senti que je pouvais respirer. J'ai attendu encore 1 heure jusqu'à ce qu'il fasse complètement jour. Puis j'ai retiré la barricade de la porte et je suis sorti. Des traces menaient à la forêt. Je les ai suivies sans savoir pourquoi. Peut-être espérais-je trouver une preuve. La preuve que tout cela était réel et non le fruit de mon imagination malade. À environ 300 mètres de la maison, j'ai trouvé ceci. Dans la neige, gisait un morceau de tissu rouge, un morceau de veste d'enfant, déchiré, imprégné de sang. À côté, une petite chaussure, taille environ 33, pour enfant. J'ai pris la chaussure de mes mains tremblantes et j'ai vu l'étiquette. Emma Parker, Granby Elementary School. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je suis tombé à genoux dans la neige, tenant toujours la chaussure. C'était donc vrai. Il y avait vraiment une petite fille là-bas. Et moi, je n'ai rien fait. Non, attendez, je ne pouvais rien faire. Si j'étais sorti, la créature nous aurait emportés tous les deux. Je le savais. Mais le savoir n'atténuait pas la douleur. Je suis retourné à la maison, j'ai rassemblé mes affaires et j'ai commencé à descendre. Il m'a fallu près de 7 heures pour parcourir les 8 kilomètres de route enneigée. Je marchais machinalement, sans ressentir la fatigue ni le froid. Je marchais simplement, serrant la chaussure d'enfant dans ma poche. Quand je suis arrivé à Granby, la première chose que j'ai faite a été d'aller au bureau du shérif. J'ai donné la chaussure et raconté tout ce que j'avais vu. Les agents m'ont écouté avec scepticisme, mais ils ont pris la chaussure. Plus tard, j'ai appris qu'Emma Parker avait effectivement disparu, le 28 décembre, lors d'un voyage en famille, à la montagne. Ils l'ont cherchée pendant 3 jours. Ils ne l'ont pas trouvée. Elle est officiellement portée disparue. L'équipe de recherche a inspecté la zone autour de cette maison à la mi-janvier, lorsque le temps s'est amélioré. Ils ont trouvé des traces de sang, mais pas de corps. L'affaire reste ouverte. Je ne suis pas retourné à Denver. Je ne pouvais pas. J'ai vendu mon appartement, démissionné de mon travail et déménagé en Arizona, à Phoenix, où il n'y a pas d'hiver, où il n'y a pas de montagne, où même à Noël, il fait 20 degrés. Je travaille maintenant dans un petit cabinet d'architecte. Je conçois des centres commerciaux et des immeubles de bureaux dans le désert. Mais chaque hiver, à l'approche du Nouvel An, je commence à entendre cette respiration, lourde, humide, rauque. Je l'entends dans les couloirs vides du bureau tard le soir. Je l'entends derrière la porte de mon appartement quand je me couche. Je sais que c'est impossible. Je sais que Black Nicholas est resté dans les montagnes du Colorado, dans les Rocheuses, où il a vécu pendant des siècles. Mais parfois, quand je regarde par la fenêtre une nuit d'hiver, je vois des traces dans le sable, de grandes traces irrégulières qui ne devraient pas être là, dans le désert. Des traces qui mènent à ma porte. Et je sais qu'un jour, quand je serai assez vieux, assez faible, assez seul, il viendra me chercher. Pas dans les montagnes. Peu importe où. Karakonjal, Namichi, Black Nicholas, le donateur sanglant. Il a beaucoup de noms, mais l'essence est la même. Il vient à ceux qui passent les fêtes de fin d'année dans l'isolement. Il vient avec des cadeaux dont personne n'a besoin. Et tôt ou tard, tous ceux qui l'ont vu font partie de la collection dans son sac. J'ai vu ce sac, je l'ai vu bouger. Et maintenant, je sais qu'il n'y a pas qu'une seule personne là-dedans. Il y en a des dizaines, peut-être des centaines. Ceux qui ont disparu dans les montagnes en hiver, ceux qui n'ont jamais été retrouvés. Ils sont tous là, dans ce maudit sac, et ils y resteront pour toujours. Et Emma Parker, je rêve encore de sa chaussure, petite, rouge, avec les étiquettes de ses parents. Je me demande si ses parents savent qu'elle a appelé à l'aide et que la seule personne qui pouvait l'entendre n'a pas ouvert la porte. J'ai fait le bon choix. Je le sais. Mais faire le bon choix ne permet pas toujours de dormir la nuit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner
et à nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. À bientôt pour le prochain épisode.